Good Morning Business, le grand entretien. 8h14 sur BFM Business et sur RMC. Découverte, la matinale de l'économie continue depuis la REF. Patrick Martin nous a rejoint, le président du MEDEF. Bonjour, je suis avec Raphaël Legendre qui m'accompagne dans cette matinale. C'est votre premier REF à temps plein, c'est ce qu'on peut dire. L'année dernière, vous veniez juste d'être élu. Là, vous prenez plus vos marques et vous arrivez directement avec du combat. La vision de se battre contre un front politique qui a l'air de ne pas comprendre les enjeux économiques. Alors j'ai effectivement employé ce terme de front. Alors c'est pas de la confrontation pour autant. L'objectif, et je l'ai martelé, c'est de rétablir un certain nombre d'évidences au-delà même des vérités sur le plan économique, parce qu'on est très inquiet de voir que le débat politique finalement est assez hors sol, en tout cas par rapport à ce que l'on vit quotidiennement dans nos entreprises. C'est le retour du MEDEF de combat qu'on avait connu avec un de vos prédécesseurs, Pierre Gattaz. Non, je dirais pas ça comme ça non plus. C'est un MEDEF de rationalité, c'est un MEDEF d'affirmation. Je me répète, à un moment donné, et je pense que nos concitoyens en âme et conscience en sont conscients, à un moment donné, il faut quand même qu'on parle des vraies choses. Quand on parle du pouvoir d'achat, très bien, il y a un sujet. Mais il faut parler de génération de richesse, il faut parler d'innovation, il faut parler de formation, il faut parler de compétitivité. C'est ça qu'on veut réinscrire dans le débat avec beaucoup de détermination. On n'a pas entendu beaucoup parler dans la campagne des législatives, effectivement, de tous ces sujets. La question du consensus économique autour des salaires, elle semble poindre le bout de son nez. Vous venez de le dire, on va y revenir, mais juste dans ce front, vous mettez qui? Vous faites un appel à la CPME, à l'UDP, vous dites mettons-nous ensemble, ne faisons qu'un seul front patronal? Alors, on est déjà ensemble, on l'a témoigné en quelque sorte le 20 juin dernier, quand à l'initiative du MEDEF, on a reçu, vous y étiez, les candidats aux élections législatives. On est à 99,9% alignés avec nos amis des autres organisations patronales et toutes les associations patronales. Mais du coup, vous êtes alignés, mais il y a cette histoire de lobby. Il faut un lobby plus puissant. Face à qui? On a l'impression quand même qu'il faut être plus fort dans le discours. Les mots ne suffisent plus. Où est-ce qu'il faut aller? Mais il faut qu'on soit plus présent encore sur le terrain. Je m'explique. Tout le monde a en tête que dorénavant, le pouvoir pour partie a glissé vers le Parlement, est revenu d'une certaine manière vers le Parlement, singulièrement l'Assemblée nationale dans sa configuration très instable, très complexe. Et donc le message que j'envoyais à nos troupes, pardon de revenir un peu sur cette terminologie guerrière d'une certaine manière, c'est soyez vraiment au contact des députés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur formation politique, pour commencer déjà par leur expliquer ce qu'est l'entreprise. Il n'y a quand même pas beaucoup de parlementaires qui sont issus du monde de l'entreprise. Il y a des gens qui sont certainement très estimables, mais qui ne comprennent pas nos contraintes, nos réalités, mais aussi nos projets, nos ambitions. Donc il faut positiver cette approche, mais il faut qu'on soit très exigeant. Est-ce qu'il y a un travail de lobbying un peu classique, ça, Patrick Martin? Le MEDEF est présent au sein des centres de pouvoir. Évidemment, l'Assemblée en est un traditionnellement. C'est son rôle aussi. Dans ce nouveau front patronal, qu'est-ce qui va changer? Vous avez évoqué des travaux de think tank, d'économistes. Quelles sont les nouveautés que vous souhaitez apporter? Non, pardon, il y a quand même une chose qui a changé. De manière un peu simpliste, jusque-là, en tout cas jusqu'à 2022, quand on avait un sujet offensif ou défensif, on allait à l'Élysée, on allait à Matignon, on allait dans les ministères, et il y avait une majorité... Pas au Parlement? Mais, si, au moment des projets de loi. Mais parce qu'il y avait une majorité parlementaire qui, en règle générale, respectait les consignes qui étaient données par l'exécutif. Ça n'est plus le cas. D'où la nécessité, d'où le projet d'être beaucoup plus au contact individuel de chacun des parlementaires. Ensuite, sur le fond, effectivement, il faut que on ramène à la raison, d'une certaine manière, le débat politique. L'économiste Xavier Jaraval a pointé que dans la campagne des législatives, personne n'avait parlé de création de richesse. Donc on parle pour ne rien dire à un moment donné. Et je crois que nos concitoyens ne sont pas dupes. Évidemment, quand on leur propose quelque chose qui les intéresse, ils le prennent. Mais on est vite rattrapé par les réalités. Et les réalités, on les connaît. Il y a une conjoncture qui est précaire, qui est fragile. Vous avez alerté un peu sur la conjoncture en ce début de rentrée. Les indicateurs macroéconomiques sont plutôt bons. L'été s'est bien passé. Les Jeux Olympiques ont été porteurs, notamment dans les services. Vous avez choisi de tirer un peu la sonnette d'alarme. Dites-nous pourquoi.
Non, alors j'ai souligné qu'effectivement on a des derniers indicateurs macro qui sont satisfaisants, qui sont réjouissants, je dirais d'une certaine manière. Mais nous, au MEDEF, on a des capteurs que personne d'autre n'a. À travers nos 101 fédérations professionnelles, nos 119 MEDEF départementaux et régionaux. Donc en temps réel, on sent les choses. Hein. Et on voit bien qu'il y a un état d'esprit qui commence à être assez inquiet de la part des chefs d'entreprise. Et puis il y a certaines situations sectorielles qui sont parfaitement objectives et qui sont alarmantes. Oui. Dans le bâtiment, c'est flagrant. Hein. Depuis des mois. Depuis des mois. Oui. Et ça s'enfonce. Mais c'est vrai dans la logistique, c'est vrai dans l'intérim, c'est vrai même dans l'industrie, hein, qui pour le 8e mois consécutif a un indicateur de production qui se dégrade et qui est en territoire négatif maintenant. Travailler plus avec le Parlement, c'est donc une de vos lignes directrices, avec cette professionnalisation presque des lobbyistes du MEDEF. Il y a aussi l'idée de remettre en avant le dialogue social. Ça fonctionne. Dans les entreprises, clairement, c'est peut-être pas l'image qu'en ont les concitoyens, mais dans les boîtes, le dialogue social fonctionne. Comment on fait pour faire comprendre aux politiques que là aussi, il faut mettre l'accent sur ce qui marche et sur les partenaires sociaux ? En définitive, il faut que les uns et les autres, on ne raisonne pas en termes de territoire, mais en termes de complémentarité. Gérard Larcher, qui est quand même expert en la matière, l'a suffisamment dit dans son discours. Il a porté, je le rappelle, une loi qui donne le primat aux partenaires sociaux sur tous les sujets sociaux. Cette règle, cette loi n'a pas toujours été respectée ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'interférences de l'exécutif. Par exemple, sur la négociation senior, il y a eu des interférences de l'exécutif qui ont perturbé le bon déroulement de la négociation et qui, d'une certaine manière, ça n'est pas la seule raison, ont conduit à ce que cette négociation échoue. On a vu l'année dernière effectivement une coopération plutôt fructueuse dans les négociations. Par exemple sur le partage de la valeur, on parle beaucoup augmentation des salaires en cette rentrée. Ça a fonctionné l'année dernière. Les syndicats, le patronat se sont mis d'accord et un Parlement où il n'y avait pas de majorité a retranscrit dans une loi qui a élargi l'intéressement, la participation. Quels sont les textes qui pourraient venir ou qui sont en cours de discussion au sein des partenaires sociaux pour faire avancer différents sujets ? Je commence par attirer votre attention sur un point qui n'a pas été souligné, mais c'est normal. Entre les deux tours des législatives, on a abouti à 2 accords entre patronat et syndicats. Rappelez-nous lesquels ? Accident du travail et maladies professionnelles, où on avait un sujet, un irritant, je dirais, qui nous embarrassait depuis plusieurs mois. Et puis la revalorisation des indemnités de chômage. Ça n'est quand même pas rien. Hein. Donc c'est quand même l'illustration concrète que ce dialogue fonctionne. Alors on va devoir rouvrir, et il le faut, la négociation senior, qui, je le rappelle, emporterait une baisse des cotisations patronales au titre d'un accord UNEDIC qu'on avait signé en novembre dernier. C'est un peu technique, mais symboliquement, et puis en termes de quantum, financièrement. C'est quelques milliards pour les entreprises, hein, de baisse de charge. C'est 450 millions d'euros par an de baisse de cotisation chômage. C'est pas colossal, mais on en a besoin, oui. Et puis symboliquement, c'est fort. Et moi, j'ai reproposé aux syndicats qui y portent intérêt, qu'ensemble on se penche sur un diagnostic partagé sur les grands enjeux qu'on a devant nous de digitalisation, de transition écologique et énergétique, de démographie, et qu'on les réconcilie avec la croissance, parce que je perçois quand même qu'avec des nuances d'expression, les organisations syndicales sont elles aussi parfaitement conscientes que si on n'a pas de croissance, si on ne génère pas de richesse, eh bien finalement on gérera la pénurie et ça crée immanquablement des tensions et des échecs. Alors justement, sur les créations de richesse, sur le consensus économique qu'on peut trouver, vous avez ouvert la porte aux questions salariales en disant clairement qu'il y a un problème de salaire qui sont trop bas, en mettant en face le chiffon rouge de la hausse du SMIC qui pour vous est impossible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, je crois avoir donné 2 pistes hier. Hein. La première, en rappelant qu'au niveau du SMIC, il y a toujours 368 € pour le salarié de charges mensuelles. Ça interroge sur le financement de notre protection sociale, qui est une espèce d'arlésienne, de serpent de mer. Et moi, je suis très clair dans ma tête. Il faut, à un moment donné, comme ça a pu être fait pour partie sur les cotisations chômage des salariés, il faut transférer une partie du coût de la protection sociale vers la fiscalité. Alors que ce soit... Donc quoi, une TVA sociale ? Alors TVA sociale ou CSG, on a toujours un problème de coût du travail en France. Trop sur les actifs.
Voilà. Et puis il y a la deuxième piste, hein, et j'exprime une forme de frustration, c'est qu'Elisabeth Borne, dans le cadre de la conférence sociale de l'automne dernier, avait confié une mission à 2 économistes pour s'interroger sur la courbe des allègements de charges salariales, mais aussi sur l'équilibre. Voilà, Vasmer. Mais aussi donc l'équilibre entre revenus du travail et transferts sociaux, en particulier la prime d'activité. Il se trouve que ces 2 économistes, faute de temps, ne sont pas penchés sur le deuxième sujet. Et là, on a des voies de passage qui permettraient, en définitive, d'avoir une augmentation du net sans augmenter le coût pour l'entreprise. Parce que si on augmente le coût du SMIC pour l'entreprise, ça va déstabiliser des pans entiers de notre activité. Antoine Fouché, que vous connaissez bien au MEDEF, puisqu'il fut directeur général adjoint de l'organisation patronale il y a quelques années, sort un livre et propose une révolution fiscale autour du travail. C'est d'alléger de 100 milliards d'euros les charges sociales qui pèsent sur le travail, 500 milliards on le rappelle, pour les transférer sur une fiscalité du capital, peut-être sur les retraités, dont le niveau de vie moyen reste supérieur un peu à celui des actifs. Est-ce que vous en avez discuté avec lui et qu'en pensez-vous ? J'en pense qu'il a raison déjà, et je viens de le faire de mon côté, de poser le vrai problème. Il faut s'attaquer à la structure, mais aussi au niveau du financement de la protection sociale. Alors je n'ai pas encore lu le livre d'Antoine. C'est pas sorti, c'est dans quelques jours. Il se trouve que je l'ai. Et je sais que ça m'intéressera beaucoup, que ça nous intéressera beaucoup. Est-ce qu'il faut transférer ça à la fiscalité du capital ? Je me suis exprimé là aussi hier. Non. Le capital est suffisamment taxé en France, hein, par comparaison avec d'autres pays. Il y a quand même, par exemple, beaucoup de pays qui n'ont ni ISF ni IFI. Hein. Et donc, au moment où on va devoir investir ne serait-ce que 40 milliards d'euros de plus chaque année pour tenir notre trajectoire de décarbonation, taxer le capital, c'est détourner, c'est d'abord appauvrir les entreprises à travers leurs actionnaires, et puis c'est détourner des montants considérables qui ne seront pas consacrés à partir de là à nos grands objectifs de décarbonation, de digitalisation et de formation. Dès lors, comment financer ces allègements de charges ? Réforme de l'État, moins de dépenses sociales ? Réforme de l'État, moins de dépenses sociales, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Ouais. On n'en a pas plus parlé d'ailleurs dans la campagne législative. Bon, à toute chose malheur étant bon, on est dans une situation des finances publiques qui devient tellement critique qu'on n'aura pas d'autre choix que de se pencher sur ces solutions-là. Merci beaucoup Patrick Martin d'être venu ce matin depuis chez vous, depuis la REF, à l'hippodrome de Longchamp. On continue bien sûr à suivre la rentrée des patrons.